Notre invité ce soir à 18h18, il est chef du service d'urgence de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Bonsoir professeur Frédéric Adnet. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. On a beaucoup de questions évidemment à vous poser. Vous avez, j'imagine, entendu comme moi et comme beaucoup de Français ces annonces du porte-parole du gouvernement qui nous dit que plusieurs scénarios plus stricts sont sur la table. Ça va d'un reconfinement totalement strict, un peu comme au printemps dernier, à un couvre-feu étendu à tout le week-end. Je sais que ça n'est pas de votre sort, mais en tant que professeur, que médecin, quel est le bon choix selon vous ? En tous les cas, je ne sais pas quel est le bon choix, mais en tout cas, c'est un choix difficile. C'est un choix difficile au niveau politique, et ça, je ne suis pas un politicien, donc je ne pourrais pas vous donner des informations là-dessus. C'est un choix difficile au niveau sociétal, car les répercussions sociétales sont extrêmement importantes. On voit ce qui se passe dans le nord de l'Europe. Et c'est aussi, et ça c'est peut-être plus surprenant à vous dire, c'est un choix difficile au niveau sanitaire. Parce qu'il ne faut pas ne voir que les conséquences sur l'épidémie. On sait que le confinement, et un confinement plus dur, aura un effet bénéfique sur la transmission du virus. Mais on sait aussi qu'il y a des conséquences totalement catastrophiques du confinement sur d'autres pathologies, comme les pathologies psychologiques, on le voit actuellement avec les étudiants, comme la prise en charge de maladies chroniques, comme les politiques de dépistage des cancers. Vous savez qu'on est très en retard sur le dépistage du cancer du sein, par exemple, avec des dizaines de milliers de mammographies. Ce sont des éléments qu'on va payer au bout du bout. Exactement. Et donc on est sur une ligne de crête, même au niveau sanitaire. On ne doit pas avoir qu'un discours sanitaire sur la Covid-19. Tout ce qu'on va gagner sur le Covid-19, il ne faudrait pas le perdre d'un point de vue uniquement sanitaire sur d'autres pathologies. Alors professeur, l'un des indicateurs clés pour la suite, c'est évidemment le niveau de pénétration du fameux variant qu'on appelle le variant anglais. Il représenterait près de 10% des cas dépistés en Île-de-France. Est-ce que c'est un niveau inquiétant ? Non, c'est pas un niveau inquiétant, c'est l'histoire naturelle du virus. Si vous voulez, ce virus, et on l'a vu sur d'autres variants, l'histoire naturelle du coronavirus, c'est de muter progressivement et que un nouveau variant remplace l'ancienne souche. C'est complètement, si vous voulez, l'histoire naturelle. Mais donc ça veut dire, professeur, que mécaniquement, d'ici un mois, comme le disent beaucoup de vos confrères, au mois de mars, il sera dominant sur le territoire français. Très probablement, très probablement. Et simplement, quel est l'enjeu ? L'enjeu, si réellement il est plus transmissible, si réellement il est plus virulent, puisque certaines études anglaises annoncent une mortalité supérieure à plus de 30%. Si ces deux faits sont avérés, on manque un peu de niveau de preuve, mais si ces deux faits sont avérés, si vous voulez, tout l'enjeu, c'est de retarder et non pas empêcher, mais retarder simplement l'arrivée de ce variant en France pour pouvoir, si vous voulez, adapter nos capacités hospitalières au flux prochain de patients. Donc, mais de toute manière, l'histoire, elle est écrite. Ce variant le porte-parole du gouvernement, professeur Adnet, Gabriel Attal, disait aussi tout à l'heure, le couvre-feu, ça n'est pas suffisant. On en a la preuve de ça ? Écoutez, c'est très difficile. Parce que c'est vrai qu'on est sur l'expression, j'aime pas trop l'expression plateau haut, parce qu'on progresse quand même, mais c'est vrai qu'on progresse moins vite que nos voisins quand même. C'est pas une bonne expression, mais c'est une réalité. En tout cas, on est sur un plateau, c'est vrai, parce que quand on regarde la courbe de l'épidémie, on a l'habitude de cette fameuse courbe en cloche chère au professeur Raoult, c'est-à-dire que ça vient de zéro et ça repart à zéro. Là, c'est parti de zéro, ça est monté, mais ce n'est pas retombé à zéro, c'est retombé sur un espèce de plateau dont on n'arrive pas à se défaire, et on est complètement impuissant à vous dire si ça va recommencer, une montée exponentielle, ou si ça va diminuer. C'est un peu terrifiant quand même, après un an de pandémie, d'en être toujours à cette situation-là. Pour nous, c'est inquiétant parce que on a nos hôpitaux qui se remplissent, ils se remplissent progressivement de manière linéaire. Aussi, c'est le cas ? Bien sûr, tous les hôpitaux de l'Île-de-France sont en train de se remplir. C'est-à-dire qu'on a toujours un solde positif de patients en réanimation ou de patients en hospitalisation complète, c'est-à-dire dans les services. Et si vous voulez, ce chiffre positif, il est faible, mais il est constant. Tous les jours, on a un peu plus de patients. Et actuellement, nos réanimations, de nouveau, commencent à être saturées, ainsi que nos services d'hospitalisation. On va pas faire de la politique fiction, mais si confinement il y a, ce qui semble être le cas, on semble s'y diriger à grands pas, combien de temps il faudrait pour revenir à des niveaux maîtrisables, eu égard à ce que vous me disiez sur la pénétration du variant anglais sur le sol français ? Écoutez, s'il y a une chose que nous a montré cette épidémie, c'était qu'il est très difficile de faire des prévisions, parce que tout le monde s'est trompé. Et donc, je ne vais pas m'aventurer à vous donner des précisions sur une durée de confinement qui permettrait d'arriver à un niveau bas. Rappelez-vous, notre président de la République nous avait dit 5000 cas par jour, on ne l'a jamais eu, alors que les prévisions laissaient penser qu'on allait arriver à ce niveau-là. Donc on est toujours dans le flou. Voilà, je ne pourrais pas vous faire de prévisions. Tout ce qu'il faut faire, c'est trouver une décision qui permette quand même de faire vivre
la société, parce que empêcher la société de vivre, c'est aussi des conséquences sanitaires terribles. Et on parle beaucoup en ce moment, pouvoir maîtriser l'épidémie. On parle beaucoup en ce moment de la colère, de la lassitude des Français en tant que citoyens et puis à travers les patients que vous rencontrez, Covid et autres d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous ? Non seulement je le ressens, mais c'est un sentiment que j'ai actuellement, parce qu'on est à la fois inquiet, mais on est un peu las de ne pas voir le bout de cette épidémie. Le personnel soignant qui m'entoure, mes collaborateurs, on est tous fatigués, vraiment fatigués. Et si vous voulez, le fait que l'on ne voit pas la fin de cette épidémie, que de plus en plus on va apprendre à gérer cette épidémie comme on gère une nouvelle maladie chronique comme la grippe par exemple, nous laisse un petit peu, on peut pas crier victoire. Et vous pensez que même quand on sera sorti de cette gestion de crise du quotidien, qu'on aura les vaccins, qu'on sera vacciné, qu'on pourra reprendre une vie normale, d'ailleurs la vie normale c'est pour quand selon vous ? Je sais que vous ne voulez encore une fois, je peux pas vous donner une date, mais ce dont j'ai peur, le pire des scénarios, c'est que ce coronavirus se gère après comme la grippe. C'est-à-dire la grippe, on s'en met jamais d'effet. Et que ça revienne tous les ans. Et qu'on soit obligé de se vacciner tous les ans. Chaque année, on sera obligé de changer de vaccin parce que le coronavirus aura changé de variant. Et donc, c'est pas catastrophique. Hein. La grippe, on la gère très bien. Mais si vous voulez, c'est une nouvelle maladie qui va s'inscrire dans la durée et pour lequel il va falloir augmenter nos capacités hospitalières. Et puis avec les mutations évidemment que ça implique, ça c'est une autre histoire. Vous avez été très dur avec le gouvernement justement sur le départ de la campagne de vaccination. Vous n'avez pas été le seul bien sûr. Vous aviez déclaré: nous sommes non seulement la risée de l'Europe mais la risée du monde entier. Aujourd'hui on est à peu près à un peu plus de 1 200 000 personnes. Alors moi je précise toujours pas vaccinées, parce que le gouvernement dit vaccinés, mais qui ont reçu une première dose, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que vous estimez qu'on a récupéré notre retard ? Alors notre démarche au départ, c'était un peu de secouer le cocotier, parce que effectivement il y a eu un gros retard au démarrage qui était, bon, on va pas y revenir, lié à plein de, si vous voulez, de problématiques bien françaises. On a un peu rattrapé notre retard, mais on l'a toujours par rapport aux autres pays européens. On a une vitesse de croisière qui est, on va dire, satisfaisante. Simplement, on a un problème d'approvisionnement de vaccins. Mais même professeur, mais même de vaccination. J'ai regardé les chiffres. Oui, on est à la moitié de l'Allemagne, par exemple. Sur cette application qui est formidable, qui s'appelle Covid Tracker, je suis les chiffres quotidiens. J'ai vu que pour vacciner l'ensemble de la population française et arriver à cette fameuse immunité collective à l'été, comme le promet le ministre de la Santé, Olivier Véran, faudrait vacciner 400 000 personnes par jour. C'est impossible en l'état actuel des choses. Oui, mais vous savez, pour une épidémie, ce qui est important, c'est de décharger les hôpitaux. Et donc, si on arrive déjà à vacciner toutes les personnes à risque qui viennent à l'hôpital... 20 millions de personnes à peu près ? Oui, on est autour de 15 millions de personnes, 18 millions de personnes. On aura déjà fait un grand pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problématique d'engorgement des hôpitaux. Et ça sera un grand pas, puisque la première phase, c'est de sauver des vies. Ensuite, c'est comme vous le dites, atteindre une immunité collective. Attention, il y a plus... les patients sont vaccinés, mais il y a aussi des patients qui ont été infectés, qui ont aussi une immunité. Donc, c'est la somme de ces deux chiffres qui va nous donner une immunité collective. Mais malheureusement, cette immunité collective, on en est, si vous voulez, on en revient un petit peu, parce que on a l'exemple du pays, des villes du Brésil, des villes au Brésil qui avaient une grande immunité collective, et malheureusement, l'apparition de variants a fait que l'épidémie a rebondi. Donc, même une immunité collective nous rassure, bien sûr, mais on est toujours à la merci d'un variant qui serait résistant. Professeur Frédéric Adnet, un dernier mot. On recevra tout à l'heure le patron France de Sanofi, qui a accepté avec ses équipes de fabriquer dans l'une de ses usines en Allemagne le vaccin Pfizer. Est-ce que vous jugez que son retard dans le développement de son vaccin à Sanofi, après l'abandon de Pasteur, est symptomatique du déclassement de la France ? Écoutez, moi, ça m'inquiète un peu sur le niveau de la recherche en France, de la recherche en biologie. On a des secteurs d'excellence. Je pensais que le vaccin était un secteur d'excellence pour la recherche française. Force est de constater, et je le vois aussi au niveau de la recherche clinique, qu'on n'est pas dans les meilleurs. On est loin derrière l'Allemagne, on est loin derrière l'Angleterre, on est loin derrière évidemment les États-Unis. Et il va falloir peut-être, après cette crise, réfléchir vraiment sur la recherche biologique et médicale en France. Débat, c'est sûr. Parce que je pense que là, on a montré un petit peu de notre impuissance et surtout notre retard, et je le vois aussi en recherche clinique. Bon, merci professeur Adnet d'avoir été ce soir notre invité. Passez un salut amical à vos équipes. On leur souhaite beaucoup de courage dans cette période qui s'annonce compliquée. Merci professeur. Merci à vous.